Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télé Sud. Aujourd'hui, on va parler de Made in France. Bonjour Peterson. Bonjour Thomas. C'est vrai que vous êtes un apôtre du Made in France. France Main, c'est le nom de votre entreprise. On va raconter cette aventure ensemble durant cette émission. C'est quoi l'idée, le pitch ? Eh bien, l'idée, c'est que le sujet du Made in France, c'est un sujet d'actualité, de plus en plus demandé finalement par les consommateurs, c'est-à-dire d'acheter des produits locaux, des produits faits près de chez nous. Et si vous voulez, c'est pour aussi répondre à la problématique liée à la transparence des produits, à la traçabilité, puisqu'on se demande de plus en plus où est-ce que c'est fabriqué, d'où ça vient. C'est vrai, c'est une tendance de plus en plus forte que vous voyez se développer concrètement dans les faits ? Alors concrètement, oui, dans les faits, on le voit que des entreprises se mettent en place. Il y a des centaines de marques qui ont été créées depuis ces dernières années. Et puis la tendance aussi vient du gouvernement qui essaye maintenant de structurer un peu plus le Made in France non alimentaire. Et j'y reviendrai juste après, mais effectivement, oui, il y a un réel engouement. Alors concrètement, ça se présente comment le Made in France actuellement ? Comment est-ce que vous le voyez se développer ? Eh bien, le Made in France, je le vois se développer au niveau de nouveaux critères finalement qui se sont mis en place. Je vais prendre par exemple l'exemple des étiquettes qui, depuis le 1er janvier de cette année, 2023, est devenu obligatoire pour le textile et pour les chaussures. C'est-à-dire que voilà, on doit indiquer les 3 dernières étapes de conception du produit, l'impression, l'origine du textile, et puis tout ça permet de rassurer le consommateur. Et, par exemple, sur un jean, les 3 dernières étapes, c'est quoi ? C'est l'impression, le lieu de confection, et puis la façon de l'assembler, par exemple, qu'il soit fabriqué en France. Il y a des jeans fabriqués en France ? Oui, il y a une marque très connue qui est fabriquée en France, et effectivement, c'est que ça fonctionne. Il y a des filières qui sont mises en place. Donc ça, c'est en train de se développer. Il y a une traçabilité, un étiquetage de plus en plus fort. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'ambivalence ou de brouillard autour du Made in France. Vous pouviez fabriquer, je ne sais pas, des polos en Turquie et puis juste mettre une étiquette en France, la marque en France, et c'était considéré comme du Made in France. Malheureusement, oui, et c'est pourquoi France Main, on lutte contre le French washing, le franco-lavage en bon français. Ce sont des produits qui finalement, comme vous le dites, viennent de l'étranger, d'Asie par exemple, et puis sont transformés ou tout simplement arrivent tout fait, et on appose le logo Made in France, ce qui est fort dommage. Ce qui est aussi au détriment des vrais acteurs qui fabriquent en France. Et à partir de là, c'est... Et ça, les consommateurs, ils sont sensibles à cet étiquetage Made in France ? Alors, ils sont sensibles sur les méthodes de fabrication, si ça pollue, si c'est écologique, etc. Et puis surtout, d'où ça vient. Est-ce que maintenant, ça fait 10 000 km pour venir en France ? On me demande de faire des efforts. Maintenant, c'est aux entreprises de suivre aussi. Donc, à ce niveau-là, on sait le faire en France. On sait le faire. Et à des prix qui restent raisonnables, compétitifs, parce que c'est beaucoup ça l'enjeu. Si on fabrique les t-shirts en Chine, en effet, et pas à Valenciennes, c'est parce que c'était devenu inabordable, avec le coût du travail notamment. On arrive à s'aligner maintenant. Je peux prendre l'exemple de la mascotte des Jeux Olympiques qui arrive, et finalement on arrive à fabriquer cette mascotte moins chère que si elle était fabriquée en Chine. À quelques centimes d'euros près, mais en tout cas, on arrive à s'aligner sur le modèle Made in China. D'accord, parce qu'il y a eu une polémique justement sur cette mascotte à une époque, elle devait être fabriquée ailleurs, c'est ça ? C'est ça, et puis finalement, une petite société bretonne a dit on sait le faire, on a tout ce qu'il faut, etc. Et alors, comment ça passe par quoi ? C'est-à-dire plus d'automatisation, enfin, il y a des étapes différentes, ou comment est-ce qu'on arrive à s'aligner sur des prix chinois ? Alors, un réseau de sous-traitants au local. C'est vrai que nos partenaires ont des partenaires à moins de 70 km de chez eux, par exemple. Donc, ça permet de réduire les coûts de transport. Après, des partenaires locaux pour les matières premières. Je prends encore l'exemple du textile ou même pour l'animalerie, par exemple. Voilà. On a des partenaires locaux, on réduit les coûts. Et après, on a aussi le soutien du gouvernement, par exemple par le biais de la BPI, qui soutient la réindustrialisation et la relocalisation française. Donc, et ça, c'est de la subvention, c'est pas un modèle économique pérenne. C'est-à-dire que c'est super, ça permet de lancer des choses. Mais après, il faut que ces économies, elles tournent par elles-mêmes.
Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça on y arrive, en tout cas, avec des filières dans tout domaine confondu, à fabriquer en France. Donc, on a d'autres enjeux actuellement, enfin, à toutes les entreprises, hein, c'est l'inflation. Ça, vous le constatez aussi? Est-ce qu'il y a de l'inflation dans votre activité? Alors je le constate, c'est vrai que d'une année à l'autre, mes tarifs d'achat peuvent augmenter. Les délais de livraison peuvent aussi augmenter, mais bon, on arrive toujours à amortir le tout. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que aujourd'hui, quand je passe commande à mes fournisseurs, il y a un délai un peu plus important parce qu'effectivement, voilà, il y a. Oui, il y a des problématiques d'approvisionnement qui sont plus nombreuses ou plus de leur importantes. niveau, et ensuite, finalement, ça m'impacte. Hein. Et puis, ça crée de l'inflation aussi, d'ailleurs. Ça fait monter les prix parce que du coup, il y a une demande peut-être plus forte ou des goulots d'étranglement. Mais du coup, je me suis positionné sur grossiste, c'est-à-dire on achète en gros et on revend en gros. Donc à partir de là, on arrive finalement à avoir des prix en magasin plus accessibles. Des fournisseurs qui demandent parfois à ce qu'on commande avant eux-mêmes de fabriquer. Alors bon, ça arrive pour des plus petites structures, hein, mais effectivement, ça prouve bien que l'inflation est là. On veut maîtriser ses coûts, et donc voilà, du moins pour les petites quantités. On va parler justement de France Main, maintenant, qui est votre entreprise. Alors, France Main, comment est-ce que vous le présentez? Une place de marché, on pourrait dire Alors, en quelques mots, grossiste non alimentaire, exclusivement made in France, à destination des pros. À destination des pros, ça c'est important. Uniquement. Vous êtes sur ce qu'on appelle le B2B, le business to business, avec une cible particulière qui sont les comités d'entreprise. Alors, mes 4 grandes cibles, finalement, donc les commerces de proximité, les services publics, les CSE et puis les associations. Et donc, en fait, c'est comme Amazon, finalement, on peut venir s'approvisionner sur France Main. C'est vous qui le dites, effectivement. C'est vrai qu'on... J'essaie de trouver une image. Mais oui, c'est ce que je vous souhaite. C'est bien dit. Mais effectivement, voilà, c'est mettre en place un service omnicanal. C'est-à-dire que pour les commerces de proximité, on leur permet de retrouver une offre multimarque. Hein. Ils gagnent du temps, parce que s'ils cherchent indépendamment plein de marques made in France, voilà, ils sont confrontés à des conditions commerciales différentes. Hein. Je peux évoquer les minimums de quantité, les délais de livraison, et puis finalement tout le service commercial qui évolue. Pour les services publics, voilà, on traite aussi les appels d'offres, donc on arrive à répondre à tout type de procédures, et puis même aux accords cadres. Et puis pour les CSE, c'est de pouvoir retrouver des produits, des cadeaux pour les salariés, des cadeaux d'affaires aussi, et puis personnalisables. Ils peuvent mettre leur logo ou voilà. Donc, vous avez un réseau aussi de fournisseurs qui permettent de répondre justement à cette dimension sur mesure, par exemple? Alors oui, le but c'était de mettre en place un réseau de TPE, PME françaises qui ont leur unité de production basée en France, et ça c'était vraiment le mot d'ordre. Hein. Et puis d'avoir un réseau de sous-traitants local. Et donc pour certains, ils proposent la personnalisation, pour d'autres, ils proposent des produits à forte valeur ajoutée. Hein. Je peux parler des labels. Hein. Ouais. On en retrouve un panel sur francemain.fr, comme Ecotex, EcoCert. On a même des produits médaillés au concours Lépine et puis aux Victoires de la beauté. Donc ça fait des belles marques qui... Parce qu'en fait c'est ça, il faut essayer de se différencier dans son offre. Je parlais d'Amazon, mais c'est peut-être pas la bonne image. Est-ce que vous voulez sélectionner justement et être une vitrine avec justement peut-être des labels ou la mise en avant de certains commerces? Alors, je les sélectionne, oui, de par déjà leur typologie de produits, ensuite par la qualité des produits, puisque je soutiens finalement la fabrication française et son savoir-faire, et puis surtout je me distingue par rapport aux autres acteurs du marché qui eux ils ont une offre provenant essentiellement d'Asie. Donc nous c'est pas le cas, et puis c'est aussi des services 100% en ligne. Donc nous, on arrive quand même à être sur le terrain pour être proche de nos clients, apporter le service humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prospecte dans les Hauts-de-France et en Belgique, sur la région frontalière. Mais on ne fait pas tout par Internet, en fait. On ne fait pas tout par Internet. Ça ne suffit pas. C'est ça, on a nos catalogues, nos bons de commande, on a le site Internet, on peut acheter en ligne, on peut acheter en physique. Et ça va peut-être aussi avec le local et le côté Made in France, c'est-à-dire cette dimension humaine dont on a souffert pendant la crise sanitaire, où on ne pouvait plus finalement se croiser, se rencontrer, échanger. Et là, maintenant, ça, c'est peut-être aussi un critère de différenciation?
C'est possible, c'est ça, finalement. Plutôt que d'aller sur Alibaba Express. C'est ça, sortir du tout numérique, du chatbot, et puis j'ai pas ma réponse tout de suite. Ça, vous le sentez auprès de votre clientèle? Ça, je le sens. J'ai des retours disant, ah bah écoutez, vous parlez français, ça fait du bien, je comprends, c'est réactif. Et c'est ça que je souhaitais mettre en place, bien sûr. Pourquoi France Main? Pourquoi ce nom? Eh bien parce que c'est fait par des petites mains françaises finalement. Dans l'idée, c'est vraiment voilà, les petites entreprises françaises, ça fabrique en France et je voulais les valoriser par ce nom-là, France Main. Et comment c'est né cette aventure? C'est quoi le déclic qui fait qu'un matin vous vous réveillez en disant tiens, j'ai envie de créer cette entreprise du Made in France? Ah, déjà, le constat, c'était que durant la crise du Covid, il y a eu énormément de marketplaces qui ont vu le jour, hein, mais destinés aux particuliers. Et après quelques semaines de recherche, ben oui, il n'y a pas de réelle offre pour les professionnels en multiproduits non alimentaires. C'est-à-dire que voilà, il existe des grossistes qui sont spécialisés par catégorie de produits. Et finalement, le but, c'était de pouvoir avoir une gamme étendue et complète, finalement, en profondeur et en largeur. Donc on y arrive, on met ça en place tout doucement, mais en tout cas, on arrive à avoir... Donc vous faites partie de cette génération de Covid entrepreneurs, des gens qui se sont retrouvés coincés chez eux et qui se sont mis à réfléchir sur leur vie, notamment professionnelle, et qui se sont dit tiens, j'ai envie de quitter mon activité salariale pour lancer mon entreprise. C'est ça. Bah, après, fort de mon expérience quand même, j'ai fait le pas, j'ai osé, parce que bon, au vu de ce qui s'annonçait, c'était pas très glorieux et je ne voulais pas faire du surplace, surtout qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Et le sujet du Made in France, c'était vraiment un sujet qui est d'actualité, hein, parce que le gouvernement tend vers des mesures de protectionnisme et à partir de là, qui allait finalement pouvoir régir une offre multiproduits non alimentaires. Et vous pensez que ce balancier, parce que bon, ça va dans un sens et dans l'autre, on a connu la mondialisation, maintenant on revient plus au local, il va aller loin ou comment est-ce que vous voyez les choses? Au moins pour quelques décennies. Ah oui, une décennie. Je pense. Et j'ose dire ça comme ça, au vu du contexte géopolitique mondial, et puis surtout l'état d'esprit des consommateurs. Hein. Voilà, on parle aussi de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand on a la possibilité d'acheter local, des produits de qualité qui tiennent dans le temps. Oui, la durabilité. C'est la durabilité, voilà, ça c'est important. Aussi. Ok, on achète un peu plus cher au départ, mais ça peut durer quelques années. Et ça, c'est une chose qu'on a eu tendance à oublier avec la fast consommation. Et maintenant, je pense qu'on est en train de se raisonner. Il y a le recyclage aussi qui arrive fort. Est-ce que vous allez proposer aussi des produits recyclés? Alors, produits recyclés dans un deuxième temps. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a des produits zéro déchet, des produits sans emballage, ou du moins des emballages écologiques, hein, avec par exemple le label FSC qui orne pas mal de nos produits. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire qu'on fait attention à nos produits, on les sélectionne bien, et puis on pense à nos consommateurs. Quand on entreprend, on doit faire toute une série d'actions, notamment se faire connaître. Alors bon, on fait cette interview, vous avez gentiment répondu à notre invitation, mais autrement, comment est-ce que vous faites connaître France Main? Ah bah alors, par différentes solutions. Bon, il y a les réseaux sociaux, qui font encore que j'améliore pas mal. Mais effectivement, c'est surtout du phoning, hein, du mailing, et puis après, voilà, de la prospection physique hein, dans la région. C'est plutôt dans la région pour l'instant que je sais me faire connaître. Bah oui, c'est local aussi. Après, bon, Internet, c'est obligatoire aujourd'hui, donc ça me permet de toucher... Mais vous regardez de près là, les chiffres d'audience de votre site. Hein. Oui, qui augmentent sans cesse, hein, et encore plus depuis un travail approfondi qui a été fait avec mes outils en ligne. Et puis à partir de là, je vois même du retour, c'est-à-dire que les gens viennent, réfléchissent et reviennent sur France Main, ce qui est encourageant. Et y compris des grands noms, je ne sais pas si vous voulez les citer ou pas, mais des grandes institutions qui commencent à vous passer des commandes. Effectivement, bon, je ne vais pas citer, mais des grandes banques hein, qui commencent à se tourner vers France Main pour leur comité d'entreprise, hein, parce qu'ils cherchent tout simplement des cadeaux locaux, écologiques, en cohérence avec leur raison d'être. Donc à partir de là, voilà, les grands groupes commencent à se tourner vers France Main. Oui, ça devient un véritable critère en fait, et vous êtes positionné intelligemment dessus. C'est quoi les défis pour France Main? Comment est-ce que vous voyez? Enfin, il y en a un nombre très conséquent, j'imagine, mais comment est-ce que vous voyez quand on est entrepreneur, on doit hiérarchiser ses enjeux, ses priorités, ses tâches, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire, hein, nos journées n'ont que 24 heures. Qu'est-ce que vous voyez
dans les prochaines semaines, les prochains mois comme priorité pour France Main? Alors la priorité, c'est d'élargir mon offre. C'est-à-dire que pour l'instant, on a à peu près 300 références sur France Main. On en a des nouveaux qui arrivent chaque semaine. Et effectivement, c'est d'avoir une offre multiproduit en milliers d'unités. Voilà, pour pouvoir vraiment... Un choix de milliers de produits. C'est ça. Pour les commerces de proximité, par exemple les concept stores, les pharmacies, les instituts de beauté, qui ont finalement une offre différente, mais j'ai envie de répondre à tout le monde, mais en non alimentaire. Hein. D'accord. Et ensuite, effectivement, c'est d'investir dans la logistique ou d'embaucher pour pouvoir répondre plus facilement. Et ça, trouver des fournisseurs, c'est déjà un boulot à plein temps. Il faut les convaincre aussi, ou c'est facile? Alors bon, ça c'est assez facile finalement de les convaincre, hein, puisque mon offre elle est gratuite pour eux. On leur propose d'intégrer leurs produits, de sous-traiter la livraison et le SAV, et on leur demande de livrer chez nous. C'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas de la livraison, c'est France Main qui livre, donc tout est stocké à Valenciennes, dans les Hauts-de-France. Donc ça, à partir de là, et 0% de commission sur les ventes, c'est intéressant. Et donc vous gagnez votre argent comment? Quel est le business model? Eh ben oui, c'est vrai que c'est de l'achat-revente. C'est de l'achat-vente tout simplement. C'est-à-dire que voilà, vous achetez à 10 produits. Et vous revendez à 15. C'est ça, en moyenne à 40%. Et puis j'ai un panier moyen qui aujourd'hui atteint les 350 €. Donc voilà, on reste en B2B. Hein. Oui, ça a vocation à passer au B2C éventuellement un jour? Ou alors, c'est pas d'actualité pour l'instant. Non, si j'ai des boutiques physiques un jour, pourquoi pas, mais c'est pas le cas. Ça, vous réfléchissez à des boutiques physiques éventuellement? Mais parce qu'on parlait de ça, du contact humain finalement. Ça me titille, c'est vrai qu'en tant que grossiste, j'ai envie de mettre en place un showroom pour que les clients puissent voir les produits, les toucher, dans un premier temps dans le nord de la France, et puis après me développer. Tant en France qu'à l'international. Ça, c'est vrai que voilà. Faire rayonner le Made in France à l'international. Oui, qui est prisé. D'ailleurs, on a signé un partenariat avec la Côte d'Ivoire, donc à partir de là... Ce qui serait un paradoxe, parce qu'au début, on se dit, tiens, on ne veut pas que les produits voyagent trop pour des raisons notamment écologiques. Et si finalement, on les renvoie en Côte d'Ivoire ou ailleurs... On soutient l'économie et l'emploi français, finalement. C'est vrai. Voilà, les acteurs, les entreprises françaises fabriquent en France, et donc finalement, tout le monde est gagnant. Hein. Et puis d'autres régions aussi, d'abord. Avant l'international, c'est de... Oui, c'est d'abord me focaliser sur la France, la Belgique, les pays frontaliers, d'abord l'Europe. Mais effectivement, si j'ai des demandes provenant des États-Unis ou de l'Afrique, j'y répondrai volontiers. Bon, Peterson, on va parler maintenant de votre parcours, et de façon un peu plus personnelle que celui de l'entreprise. Donc vous avez commencé votre carrière, vous êtes jeune, hein, vous avez quel âge, on peut dire? Alors j'ai 25 ans. 25 ans, donc en effet la vie devant vous. Mais vous avez déjà une expérience de commercial, hein, c'est ça, votre première expérience professionnelle? C'est ça, j'ai fait mes armes auprès d'une clientèle issue du BTP, de l'administration publique et de l'événementiel. Donc je vendais du matériel et finalement ça a été fait après un BTS en négociation relations clientèle que j'ai obtenu en apprentissage. Et si vous voulez, ça m'a permis de pouvoir découvrir et surtout comprendre cette typologie de clients. Et puis après, par ailleurs, j'ai aussi été élu au sein du conseil d'administration de l'Asmeno, une mutuelle. Et puis en 2017, j'étais membre fondateur et vice-président de l'association de la famille Quisito, donc présente elle aussi à l'international. Donc vous aviez cette petite flamme entrepreneuriale en vous, quelque part, même si ça se manifestait différemment, mais quand on prend des responsabilités, quelles qu'elles soient, dans une association politique ou autre, c'est qu'on est un peu entrepreneur. C'est ça, faut faire le pas. J'aime à dire que dès qu'on a une petite idée en tête, faut tout faire pour essayer de la structurer et puis de la lancer, quoi. Bon, même si c'est pas facile, au moins faire ça. Et surmonter les difficultés, on peut parler de l'une d'entre elles que vous avez rencontrée, sans trahir de secret, c'était l'association. Au départ, vous aviez un associé, puis ça s'est mal passé. Ça, c'est intéressant parce que c'est un débat qui revient souvent dans la création d'entreprise. Est-ce que j'y vais tout seul? Est-ce que j'y vais à 2, à 3, avec qui je m'associe? Est-ce que vous pouvez partager avec nous cette expérience? Alors oui. Au tout début, pendant quelques semaines, j'étais tout seul. Puis en école de commerce, j'ai rencontré mon associé qui, on avait très bien travaillé ensemble. Et puis finalement, l'aventure s'est arrêtée quelques mois avant l'immatriculation de France Main. Et pourquoi ça n'a pas marché, l'association?
Alors, je pense qu'il faut être persévérant. Et là, on trouvait que ça n'allait pas assez vite, que les résultats n'étaient pas là. Il fallait créer la boîte tout de suite et puis se faire un salaire rapidement. Et finalement, c'était pas ça. Ouais. Et j'ai pas lâché les bras puisque 5 mois plus tard, j'ai créé France Main. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Mais bon, d'à côté, comme je dis, un mal pour un bien, puisque au niveau des prises de décision, voilà, ça se fait du tac au tac. Ouais. Dès que j'ai une idée sur le site, bouger un bouton, les couleurs, Vous tel fournisseur, Vous êtes seul à décider, maintenant ça va plus vite. C'est ça, j'aime ce produit, je le veux. C'est comme ça que je raisonne. J'aime bien l'expression un mal pour un bien parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a souvent cette expérience, certaines difficultés qu'il faut arriver à positiver. C'est-à-dire qu'on peut perdre un employé, un client ou rencontrer des problèmes et finalement ça permet d'inventer autre chose, de trouver d'autres solutions qui ouvrent d'autres horizons. C'était le cas, j'ai rencontré pas mal d'échecs. Par exemple, au départ, j'avais 1 ou 2 catégories de produits sur le site, puis je m'adressais à une clientèle multiproduit. J'avais dit tout à l'heure, les concept stores par exemple, qui me disaient revenez vers nous quand vous aurez plus de choix. Ce qui est un petit peu logique pour eux. Intégrer un nouveau fournisseur pour une référence, ça ne le fait pas pour un pro. Et donc à partir de là, ça a été difficile, personne sur le site, aucun pro veut acheter chez France Main. Et puis en fin de compte, ça m'a permis de rebondir en disant écoute, je vais élargir mon offre. Et puis maintenant ça prend, donc c'est cool. Une belle aventure. On aime bien parler des gens qui inspirent les entrepreneurs dans cette émission, des mentors, des modèles. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration ? J'ai 2 noms qui me viennent en tête, c'est Anthony Robbins et Elon Musk. Alors pour ceux qui connaissent, Elon Musk il commence à être connu, mais Anthony Robbins il est moins connu, c'est qui ? Alors Anthony Robbins, finalement, c'est un Américain qui est devenu conférencier, qui a créé pas mal d'entreprises, et qui d'ailleurs est devenu multimillionnaire. Donc c'est très inspirant aussi. Et qui donne des leçons en fait sur, comment on appelle ça, le développement personnel. Le développement personnel, exactement, qui même accompagne les plus grands noms jusqu'au président. Donc c'est très inspirant. C'est un coach. C'est un coach, si vous voulez, c'est un coach. Et il a fait fortune avec ses formations, en effet. Exactement. Et finalement, donc tous 2 m'inspirent parce qu'ils ont créé des entreprises. Et à partir de là, j'ai envie de faire pareil. Il y a tellement de sujets qui me passionnent. Bon, il y a le Made in France, mais il y en a plein d'autres, comme la FinTech, l'AgriTech, la SpaceTech, et je dirais même la physique quantique. Mais c'est vrai que tous ces sujets me passionnent et j'ai envie de me positionner sur tous ces sujets tout au long de ma vie. Ah oui, vous êtes un peu touche à tout, un peu. Je suis un en peu effet, touche à Elon tout, Musk, alors je pense, ça résonne pour vous. Ça résonne et puis de toute manière c'est dans ma nature, c'est vrai que j'ai envie de contribuer finalement à l'évolution de la société, il faut innover et si je peux mettre ma pierre à l'édifice, ça commence par France Main et puis ça continuera avec plein de... Et c'est un autre grand entrepreneur qui est Bill Gates qui dit aussi il faut être focus, faut faire des choix parce que ne pas s'éparpiller. Alors c'est vrai que Elon Musk, c'est le contre-exemple absolu. Et pour l'instant, ça lui réussit. Mais bon, tout le monde n'est pas Elon Musk et parfois, il faut arriver à se concentrer sur son entreprise. Je vais citer Bill Gates, effectivement. Avec France Main, c'est le cas. Faut d'abord que ça se développe, en France et à l'international, avant de commencer à toucher autre chose. Mais je n'ai que 25 ans et j'ai encore pas mal d'années devant moi pour pouvoir réaliser d'autres choses. C'est quoi la plus grande... la chose que vous ayez appris sur ce parcours d'entrepreneur jusqu'à maintenant, ce jeune parcours? Ce jeune parcours, oui, on peut le dire, c'est ne pas baisser les bras. C'est de ne pas baisser les bras et puis d'avoir... Et ça, vous saviez que vous étiez plutôt accrocheur ou vous l'avez découvert justement avec cette expérience? J'ai renforcé finalement cet état d'esprit-là parce que ça fait quand même 1 an que je suis dessus et ça prend que depuis quelques mois. Et ça ne vient pas tout de suite. Et effectivement, faut s'accrocher, puis avoir le soutien de la famille. C'est vrai que mes parents réticents au départ, maintenant me soutiennent et m'encouragent. Parce qu'ils avaient peur pour vous. Ils trouvaient que c'était une prise de risque par rapport à... Étant littéraire de formation, ils n'ont pas le goût du risque. Donc, oui. Bon. Il faut arriver à les rassurer, en effet. Mais on les rassure quand il y a des résultats. Et les résultats, ça passe par plusieurs étapes. Le site internet, ensuite les partenaires qui me rejoignent, et ensuite les premières ventes. Mais c'est ça l'entreprise, c'est accepter le risque, finalement, des risques calculés, mais accepter de se jeter à l'eau pour passer de l'autre côté. Ça oui. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Peterson, pour finir? Comment est-ce que vous retrouvez dans 1 an? Dans 1 an, au moins le leader de la vente non alimentaire Made in France,
voilà, en France et peut-être en Europe, mais en tout cas, voilà. Ouais, des grosses ambitions. Ah, bah C'est oui. aussi un moteur de l'entrepreneur. Ouais. Merci en tout cas, Peterson, d'avoir partagé avec nous cette expérience France-Main. C'est francemain.com ou .fr? Alors, francemain.fr. .fr, c'est logique. Made in France. Made in France. Merci, Peterson. À bientôt. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Business Models.